Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2021, journée internationale pour les droits des femmes. L'occasion pour nous de nous réunir, de nous appesantir aussi sur un sujet en particulier qui a été choisi comme étant le thème de l'année, qui est celui du leadership féminin. Le leadership féminin, nous allons en parler, et à travers les témoignages que vous avez accepté de nous livrer aujourd'hui, je vous remercie toutes de votre présence. Je vais vous présenter les unes et les autres. Et à travers ces témoignages, nous allons effectivement aborder ces vastes questions concernant l'égalité homme-femme et concernant les inégalités qui aujourd'hui subsistent s'agissant des femmes et des femmes dans la sphère professionnelle et dans cet équilibre de vie toujours difficile, souvent précaire, entre vie professionnelle et vie personnelle, vie privée, vie familiale. Ce sujet de l'égalité homme-femme reste un sujet, et depuis de nombreuses années, extrêmement important, et vous le savez aussi, il a été déclaré en 2017 par le président de la République comme grande cause du quinquennat. Nous avons choisi de réunir des femmes dans des secteurs extrêmement variés pour témoigner de leur parcours de femmes, de leur parcours de vie, de leur parcours professionnel, et donner à travers ces témoignages une illustration extrêmement concrète des éventuelles difficultés qui ont pu être rencontrées, de la manière dont ces difficultés ont été surmontées par chacune d'entre elles. Nous avons une femme élue, Madame Nicole Pesselon, une commune de 170 000 habitants. Eh bien écoutez, tout d'abord pour situer un peu nos parcours, pour expliquer, donc je suis moi stéphanoise d'origine, donc je suis ce qu'on dit sur mes terres. J'ai fait toutes mes études à l'université Jean Monnet, où j'ai préparé une maîtrise d'économie pour poursuivre ensuite les études à Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma carrière professionnelle au ministère des Finances, qui à cette époque était encore dans les locaux du Louvre, ce qui était finalement une certaine chance. Et puis, de par l'amitié, et tout du moins Lucien Neuwirth, qui était un ami de mes parents, m'a sollicité pour pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Donc là, j'ai franchi un peu un cap, et donc je me suis un peu plus orientée sur un secteur plus proche de la politique. Et puis ensuite, m'a demandé de revenir dans la Loire et à Saint-Étienne, puisqu'il avait pris lui-même le poste de président du Conseil général. À l'époque, c'était le Conseil général et non pas le Conseil départemental, puisqu'il avait succédé à Antoine Binet. Et c'est là où j'ai commencé ensuite à devenir élu. J'avais 33 ans, ça me donne une indication. J'avais 33 ans et mon premier mandat a été le conseil régional. J'ai eu la chance d'être un peu pionnière, pas moi toute seule bien entendu, mais avec cette assemblée, puisque c'était la première fois que le conseil régional et les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel direct. Et donc ça a été une très belle expérience, et là je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être dans cette aventure, parce que ça a été une vraie découverte et c'était très intéressant. Et puis ensuite, les choses se sont un peu faites d'elles-mêmes, presque, enfin, j'y reviendrai. Et je suis devenue adjointe au maire à la ville de Saint-Étienne, et à l'époque, je m'occupais du social. Et puis, il y a eu quelques vicissitudes, c'est la vie politique, donc j'ai eu des interruptions dans la vie publique, mais j'ai eu aussi gardé précieusement ma vie professionnelle, même si je l'ai interrompue quelquefois, puisque nous avons la chance dans la fonction publique de pouvoir prendre quelques disponibilités. Donc j'ai pu le faire pour me consacrer à mes mandats, mais je l'ai reprise lorsqu'il en avait moins. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Madame la Préfète, je suis adjointe au maire à la ville de Saint-Étienne, chargée de la tranquillité publique et de la propreté, donc de l'espace public, et puis conseillère régionale de nouveau, puisque la vie professionnelle maintenant est interrompue, et j'ai terminé ma carrière professionnelle comme directeur de service, donc j'étais bien dans les 40% de catégorie A de la fonction publique. Donc nous sommes quelques exemples. Vous dire que les choses ont été simples, non, mais ça peut paraître un peu surprenant, mais je n'ai pas constaté d'obstacles insurmontables. Alors ça, c'est lié aussi beaucoup aux circonstances, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a aussi parfois dans la vie une part de chance, oui, de circonstances, mais je crois que ce qui est important, c'est surtout que la grande difficulté qu'on rencontre, nous, les femmes, me semble-t-il, c'est d'arriver, parce que nous avons envers nous, les personnes ont envers nous un taux d'exigence plus grand. C'est-à-dire que nous devons toujours faire la preuve
de nos compétences. Et ça, je crois que c'est peut-être ça la plus grande difficulté. C'est de pouvoir avoir la possibilité de faire nos preuves et de dire que nous pouvons correspondre à la compétence que l'on attend de nous sur tel ou tel poste. Alors, je rejoins votre analyse, Madame la Préfète, sur le fait que souvent, l'obstacle est en nous. Hein, c'est-à-dire que les femmes s'interdisent aussi parfois de tenter quelque chose. Elles s'autocensurent, vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas la seule explication, hein, j'en suis d'accord, mais ça joue beaucoup quand même. Donc, finalement, je crois que c'est surtout d'arriver à pouvoir faire ses preuves. En ce qui me concerne, je crois qu'il ne faut pas que nous cherchions à exister par notre statut. C'est-à-dire que je n'existe pas parce que je suis une femme. J'existe parce que je suis une citoyenne et que j'ai des compétences, je travaille, je fais des choses. Et donc je ne voudrais pas, personnellement, je ne souhaite pas qu'on me mette dans une catégorie. Certes, il faut, comme la loi l'a fait, et vous l'avez largement redit, parfois faire évoluer les mentalités. Et ce qui a aidé à l'évolution des mentalités, ce sont les lois qui ont été prises, notamment sur la parité en politique, hein, je parlerai sur toutes celles-ci, qui nous a donc facilité les choses pour justement avoir la possibilité de prouver que nous étions capables d'eux, même si ça reste pour certains postes, comme vous l'avez dit, notamment les maires, un peu plus compliqués. Mais je crois qu'il faut que l'on sache s'assumer et ne pas craindre de ne pas être à la hauteur, mais ne pas être pour autant dans une catégorie. Et les lois sont indispensables, ça a permis de faire avancer, y compris sur l'égalité professionnelle et notamment en matière de rémunération. Et autant je partage pleinement cette nécessité, je crois qu'il ne faut pas par contre que nous justifions ces lois en nous posant comme victimes. Je ne suis pas, je ne me sens pas victime. Certes, il faut parfois surmonter quelques obstacles, mais je ne suis pas victime. Et ça, une fois qu'on est là, je crois qu'une fois qu'on s'assume qu'on est nous-mêmes, les choses se passent, pas toujours bien, mais plus facilement. Et ça, je crois que c'est important. Je crois que pour moi, être une femme, c'est une force, c'est une chance. Je suis une élue femme et non pas une femme élue. Et c'est vrai que je ne me sens pas une âme de militante en la matière, mais j'essaie tout simplement d'être convaincante. Voilà. Grazia Picariello, et vous êtes donc directrice de Serra Engineering à Villars. Donc moi je suis italienne d'origine, donc née en Italie, arrivée en France, mes parents sont arrivés en France, j'avais 2 ans. Donc mes parents étaient nés à l'école, j'ai fait mes études à Saint-Étienne, donc une maîtrise de langues étrangères appliquées, avec une option affaires et commerce international. J'ai eu la chance de pouvoir partir ensuite terminer mes études aux États-Unis dans le cadre d'un échange avec l'Université de Saint-Étienne. Et j'ai fait une année de spécialisation en commerce international et en relations interculturelles. À mon retour, j'ai intégré un métier, vous allez voir, très masculin, puisque j'étais le premier voyaudier européen. Nous faisions la visite des abattoirs à 5h du matin, puisqu'on faisait aussi donc, des installations de matériel dans les abattoirs. De là, j'ai été recrutée par 3 sociétés stéphanoises qui voulaient lancer un cabinet de traduction et d'interprétariat sur les prémices de l'Internet. Et ensuite, j'ai été recrutée par le PDG de la société dans laquelle je suis aujourd'hui dirigeante, qui s'appelait Madame Grassi à l'époque. Et donc, je suis rentrée dans une société qui s'appelait Serra France. Société qui était au départ fabriquait des machines pour des bretelles de soutien-gorge, en automatique, des bretelles de soutien-gorge. Et petit à petit, donc, on a fait évoluer cette société, d'abord pour aller à l'international, je m'occupais principalement de l'international. Ensuite, pour aller vers de nouveaux domaines d'activité, donc un métier relativement technique, hein, donc, parce que la fabrication de machines, on a surtout affaire à des hommes. Et l'année dernière, pour revenir un petit peu sur l'aspect Covid, nous avons été identifiés, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme le seul fabricant européen de machines avec un savoir-faire de machines à faire des masques. Le gouvernement nous a contacté en mars et nous a demandé de faire partie d'un programme pour effectivement avoir des moyens de fabrication plus importants en France, mais aussi à l'étranger. Et je parle de ça parce que je pense que le fait d'avoir été une femme nous a permis de réfléchir différemment. C'est-à-dire que tout seul, on n'aurait rien fait. On avait la capacité à sortir 2 machines par an. On en a sorti 52 en 6 mois. Mais je pense que si il n'y avait pas eu cet aspect féminin qui est plus un aspect, je trouve, global,
on l'aurait peut-être pas fait. C'est ce que disait mon associé M. Combe, qui disait, mais effectivement, on a peut-être réfléchi différemment parce que une femme dans une entreprise, c'est une autre vision. C'est une vision complémentaire. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Mme Peston et avec Mme la préfète. On n'est pas en guerre, on est ensemble, on a des visions différentes. Et j'ai toujours considéré que dans le monde du travail, ce sont des compétences. Moi, j'ai affaire à des individus. Hommes, femmes, c'est pas mon problème. C'est des individus avec des compétences. Et je pense que quand on réfléchit comme ça fait tomber beaucoup de barrières. Et encore une fois, nous sommes complémentaires. Donc, on va avoir une approche qui est différente de celle d'un homme. On va avoir une sensibilité qui est différente. Et dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, je pense que c'est fondamental. Il est fondamental qu'on puisse aussi réfléchir plus large, plus social, plus bien-être des employés, etc. Et je ne suis pas certaine que ce soit des choses qui sont importantes qui soient aussi importantes pour les messieurs. Mais encore une fois, dans le monde du travail, ce sont des individus et des compétences. C'est tout. Et c'est avec ça qu'on doit avancer. Après, oui, des obstacles, il y en a. C'est sûr que quand vous arrivez pour la première fois sur une machine qui est complexe et qu'on vous regarde en disant elle va se planter, c'est un terme, et le niveau d'exigence est peut-être un petit peu plus élevé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est au contraire, ça doit être stimulant pour nous, ça doit être stimulant en disant mais de toute façon, je suis capable. Je vais pas dire j'ai peur, non, je vais pas faire. Non, on fonce, on y va. On se casse la figure de temps en temps, mais c'est pas grave, on se relève. Et je crois que c'est que ce soit homme ou que ce soit femme, et femme encore plus. Parce qu'on a peur de tomber, et on a peur justement de ce regard, de dire ouais, c'est une femme, mais c'est pas grave, on avance, on continue. Et c'est comme ça, je pense, qu'on progresse. Et qu'on fait avancer effectivement la cause des. C'est pas la cause, mais qu'on fait avancer l'idée que femme ou homme, c'est la même chose. Cécile Dadol, vous êtes agricultrice à Vézelin-sur-Loire. Donc, oui, je suis originaire de Roanne, je suis née à Roanne et j'ai toujours vécu avant, c'était à Lyon, ça a fusionné, maintenant c'est Vézelin-sur-Loire. J'ai fait un BEP, service aux personnes, après un BT à Saint-Étienne, service aux personnes et commercialisation, suivi de 10 ans après d'ambulance sur Roanne et Saint-Jean-Chelais. Après 10 ans, j'avais envie de changer. Mon père arrivait à la retraite, qui était exploitant agricole. Du coup, au point commun, voilà. J'ai toujours aimé dehors les animaux, tout ça. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et après 2 ans de formation, de stage, de prise de tête, de galère, je me suis installée au 1er janvier de cette année en tant qu'exploitante agricole, donc sur la commune de Vézelin-sur-Loire. C'est, oui, effectivement pas été toujours facile, puisque c'est un métier qui est très masculin, vu par tout le monde. J'ai fait mes preuves, comme beaucoup justement, c'est souvent qu'on ressent le regard derrière, c'est une fille, elle va pas y arriver, elle va, voilà. Je pense que si on a le caractère et qu'on veut vraiment y arriver, on arrive toujours à ce qu'on veut, qu'on soit homme ou femme. La chose la plus importante, c'est vraiment de croire et de vouloir ce qu'on souhaite. Il ne faut pas se laisser envahir par les opinions des autres. J'ai beaucoup de personnes autour de moi ont eu des doutes en disant mais elle ne va jamais y arriver, c'est trop physique, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Au 1er janvier, j'y suis, je tiens le coup, je suis là, je suis bien, ma ferme va bien, mes animaux vont bien. Donc je suis très contente et c'est sûr que s'il y avait quelque chose à dire, c'est vraiment de rien lâcher. Et au final, c'est un métier qui est autant fait pour les hommes que pour les femmes. Parce que pareil, il y a des réflexions qui sont différentes. Il y a des actions qui sont différentes. Les hommes sont plus, on va dire, à foncer sans trop réfléchir, entre guillemets. Nous, on va plus voir les choses autrement. Les choses dures auxquelles je ne peux pas arriver, je trouve une autre solution. Et dans tous les cas, j'arrive à mes fins. Voilà. Après, oui, ça a été très compliqué aussi sur les on-dit par derrière. Une semaine avant mon installation, j'ai perdu du terrain, des hectares, donc c'est pas rien pour mes animaux, sachant que j'avais le nombre d'animaux qui est avec ces hectares.
parce que des personnes ont changé d'avis au dernier moment, parce que en partie peut-être j'étais une fille, parce que j'étais peut-être pas capable, parce que comme j'avais pas fait mes preuves, j'étais pas installée, voilà, ils ont un peu lâché au dernier moment. Après, on a essayé de trouver des solutions, on n'en a pas trouvé. C'est pas grave, je cherche du terrain ailleurs, je trouverai une autre solution pour que mes vaches restent dans mon exploitation. C'est un combat au quotidien, mais au final, on est fiers d'arriver à voir ce qu'on fait tous les jours. Et chaque soir, quand on se couche, on se dit ouais, aujourd'hui j'ai fait ça, que tout le monde disait que j'y arriverais pas, j'y suis. Est-ce qu'il y a une solidarité féminine entre les agricultrices? Féminin, oui et non, parce que voilà, comme tout à l'heure je disais, dans mon secteur, il n'y a pas énormément de femmes, du coup, c'est difficile de rencontrer pour discuter. Après, par contre, il y a quand même des hommes qui sont fiers qu'il y ait des femmes qui fassent ce métier et qui soutiennent très bien. Je vais passer la parole au docteur Julie Gagnère, dont vous êtes au CHU de Saint-Étienne. Voilà, je m'appelle Julie Gagnère, j'ai 37 ans. Je suis née à Saint-Étienne, j'ai vécu mon enfance sur la plaine du Forêt. Je suis docteur en pharmacie et je suis docteur en sciences. J'ai fait ma fac à Clermont-Ferrand et puis après j'ai passé mon internat entre Grenoble, Lyon et retour à Saint-Étienne. Depuis un mois, je suis responsable de l'unité de gestion du risque infectieux au CHU, donc c'est l'unité d'hygiène, pour faire simple, qui est rattachée au service d'infectiologie. Je succède à un homme. Et je suis dans un milieu où il y a beaucoup de femmes. On est de nombreuses femmes dans l'unité et dans le service. On manquerait peut-être presque un peu d'hommes parfois. Notre discipline, c'est la lutte contre les infections nosocomiales à l'hôpital. Et donc, vous savez très bien, dans le cas de cette crise sanitaire, on est plus que mobilisé, plus qu'actif. Mais c'est aussi une chance d'être mis en lumière. Donc voilà, on essaye d'être à la hauteur. Et on est même amené à sortir hors des murs de l'hôpital pour conduire parfois des actions de santé publique en communautaire, ce qui est plutôt nouveau et pour moi très chouette parce que c'est ce qui me plaît. Moi, ce qui me guide, c'est vraiment les rapports humains et finalement, les choses se sont faites assez naturellement. Au début, j'ai fait pharmacie parce que je voulais faire de la recherche. Puis, normalement, j'ai passé l'internat, je me suis lancée en thèse de sciences. Voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, si ce n'est qu'il fallait que je travaille et qu'on a besoin, quand on a une vie à côté, forcément, on a besoin de travailler, donc il faut se dégager du temps et forcément aménager un petit peu tout ce temps. Moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est aussi très passionné par son travail, qui est médecin généraliste de campagne. Donc, forcément, du coup, tous les deux passionnés de travail, on a forcément un peu des concessions à faire, être en phase pour pouvoir être en équité tous les deux. Et je pense qu'on va atteindre, vraiment. Voilà. Des conseils aux générations, aux femmes actuelles d'aujourd'hui et de demain, d'être indépendante. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué, mais d'être indépendante financièrement. Moi, mon père m'a toujours, et ma mère aussi, m'a toujours poussé à l'indépendance financière. Et je trouve que c'est ça qui me permet de me sentir libre aujourd'hui. De savoir que si jamais il passe quoi que ce soit, je peux être en autonomie, vivre de par moi-même, ne pas avoir à justifier de ses choix personnels. Et apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Ça, c'est quelque chose d'encore un peu de jeune à faire en ce sens, mais si on veut concilier vie personnelle et pro, il faut savoir dire non pour pouvoir prioriser certaines choses en tant que femme. Question concernant la politique du droit des femmes en France, pour moi, je ne sais pas si elle est très audible. En tout cas, évidemment, les messages sont un peu brouillés par la crise sanitaire. On sait que les femmes, elles ont été en première ligne lors de cette crise. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux femmes du soin, puisque je travaille à l'hôpital. Mais je pense aussi à mon assistante maternelle, notamment, qui m'a permis de garder mon fils pendant que j'allais travailler pendant cette crise, et puis toutes les autres, et celles qui sont aussi restées en télétravail, garder leurs enfants en même temps. J'ai énormément de respect pour elles. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant la valorisation financière de ces femmes. Nous, dans la santé, on a eu la loi Ségur, Ségur de la santé, qui revalorise un petit peu le statut notamment des femmes du paramédical, je pense aux infirmières notamment, je ne parle plus forcément de moi, mais voilà.
Et aujourd'hui, dans les métiers de la santé, on a besoin de monde, vous avez compris, pour qu'on puisse accueillir des patients, pour qu'on soit nombreux. Et pour être nombreux, en fait, il faut que nos métiers soient attractifs. Et pour que ce soit attractif, il faut qu'on soit bien payé. Donc, en l'occurrence, il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire en ce sens. Voilà. Je passe la parole à Pauline Stollars. Vous avez des facettes qui ne sont pas forcément celles qui apparaissent immédiatement au travers de votre fonction. Merci d'avoir confié à cet exercice. Donc effectivement, je suis aujourd'hui présente avec ma casquette de sportive, qui ne se voit pas forcément là tout de suite en l'état de cette réunion. Voilà, je fais un sport un peu particulier qui est assez peu connu, qui s'appelle le kendo. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je suis sûre que certains d'entre vous ne connaissent pas, le kendo c'est un art martial japonais qui se pratique avec des sabres en bambou qui consiste à faire des combats en duel, marquer des points en frappant sur différentes parties de l'armure de l'adversaire. Ça paraît très trivial comme ça, c'est beaucoup plus subtil, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Donc voilà, je fais du kendo depuis l'âge de 5 ans. C'est assez surprenant généralement, parce que c'est un âge assez jeune. J'y suis arrivée un petit peu par hasard. C'est un sport que comme vous l'imaginez, est assez masculin. C'est un sport de combat, un art martial. Et effectivement, j'ai beaucoup évolué dans des domaines, dans ce monde très masculin. Dans mon club, on était très peu de filles. J'ai même été complètement seule par période. Et en montant et en passant les années, j'ai été souvent entourée de beaucoup de garçons. Si quand on est enfant, le niveau est à peu près équivalent, quand on grandit, les garçons deviennent vite beaucoup plus forts et c'est toujours un problème quand on est une petite fille et une petite adolescente. Alors moi, j'ai complètement nié cette chose-là, j'ai complètement refusé de devenir moins forte parce que j'étais une fille et parce que les garçons étaient plus costauds. Le kendo a ça de génial, que bien sûr il faut de la force et de la puissance, mais c'est surtout une affaire de stratégie, de mental et d'expérience également. Et en fait, je vais vraiment jouer là-dessus pour devenir forte avec les filles et aussi contre les garçons. Ce qui fait qu'en grandissant et en devenant adulte dans les catégories seniors, j'étais tout aussi efficace face aux hommes que face aux femmes. Et ça a fait de moi vraiment une adversaire redoutable pour les hommes, mais vraiment encore plus chez féminine du coup, puisque j'avais fixé la barre plus haut en me mesurant d'égal à égal avec les garçons. Donc j'ai fait beaucoup de kendo, j'ai intégré l'équipe de France à 17 ans, j'ai fait un tas de médailles parce que comme j'y croyais, j'y suis allée vraiment à fond. J'ai été championne de France une douzaine de fois, j'ai été championne d'Europe, j'ai été capitaine de l'équipe de France. On est devenu la meilleure équipe d'Europe. On a vraiment, comme on disait entre nous, on a vraiment roulé sur l'Europe avec cette équipe. Et je suis très fière du travail qu'on a fait avec ces filles-là et je suis très fière d'avoir transmis ce décomplexe par rapport aux garçons. On s'entraînait beaucoup avec eux en se disant que rien n'était impossible et qu'il fallait y aller. Et en fait, c'est effectivement vrai, avec des moyens qui étaient nôtres et qu'on avait à développer et sur lesquels il fallait qu'on travaille, on arrivait à faire plein de choses avec nos méthodes. Donc ça rejoint un peu ce que disaient les collègues sur leur métier. On peut arriver à des résultats similaires, mais par d'autres moyens. Et c'est ça qui est intéressant quand on est des femmes, à la fois dans les domaines professionnels, comme vous les avez expliqué, qui sont peut-être fortement masculins, ou dans les domaines sportifs comme le mien, où on a plein de choses à faire pour atteindre des choses. Alors, en parallèle, je suis arrivée à la préfecture aussi, donc il y a tout un parcours bicéphale entre le sport dans lequel je me suis très fortement investie et du coup la carrière professionnelle et puis toute la phase universitaire avant. Moi, j'ai toujours fait des choix qui me permettaient de faire les deux. En tout cas, aujourd'hui, j'en suis arrivée à ce poste de la préfecture. Donc, je sais que le thème de la journée, c'est la place de la femme dans le leadership et dans tout ça. Moi, je ne peux pas m'empêcher de voir les choses à travers le prisme du sport, puisque c'est ce qui m'a toujours déterminée et ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui. Je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose qui permet de forger les caractères, qui permet d'expérimenter des choses dans le domaine un petit peu artificiel du sport, mais qui existent dans la vraie vie, entre guillemets. Et en sport, on va découvrir le stress, l'échec, la réussite, la persévérance. Et tout ça, ça existe dans le monde du travail, ça existe dans la vie personnelle, ça existe dans chaque chose qu'on vit au quotidien.
Et là où j'ai pu, moi, m'améliorer en sport, je retrouve des répercussions et des bénéfices dans la vie à côté. Et en tant que femme, effectivement, j'ai fait un sport très masculin, je me suis battue, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet homme-femme. En fait, il s'agit juste de gagner confiance en soi, de faire des expériences qui permettent d'avoir cette confiance qui se développe et qui se consolide, et ensuite d'avancer sur ce vers quoi on doit aller. Et la vie professionnelle, le sport sont les domaines dans lesquels ces choses-là s'éprouvent. Voilà, donc j'ai envie de faire la promotion du sport parce que c'était mon outil pour gagner en confiance et pour réussir dans la vie, je dirais. Particulièrement pour les... C'est quelque chose qui est vrai de manière générale, mais ça l'est particulièrement pour les femmes parce que, comme vous le disiez, Madame la Préfète, il y a sans doute un déficit de confiance des femmes, en elles, confiance en elles, de pouvoir réussir à faire des choses. Peut-être un déficit d'ambition parfois aussi. Et pour moi, le sport est un outil pour parer ce problème-là. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose qui m'a aidé à me forger, à avancer. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de rien, Madame la Préfète. La directrice à la préfecture, Céline Platel, pour le dernier témoignage. Merci Madame la Préfète. Donc Céline Platel, directrice de cabinet de Madame la Préfète. Donc je suis en poste à la préfecture de la Loire depuis 1 an et demi. Je n'ai pas eu de grosses difficultés ou de gros obstacles, à l'instar de ce qui a été dit dans ma construction, dans mon évolution professionnelle. Même si il y a eu parfois des temps un peu plus difficiles. Donc à l'école, notamment, pour commencer par le commencement, j'ai eu la chance d'être poussée par des instituteurs et des professeurs passionnés. Des professeurs avec les valeurs de la République chevillées au corps. Mes parents n'avaient pas un haut niveau d'instruction. Nous sommes 6 enfants, je suis l'aînée de 6 enfants. Je me suis beaucoup occupée aussi de mes frères et sœurs, donc en tant que fille, en tant qu'aînée, mais surtout en tant que fille, parce que on a beau dire, pour parler franchement, les filles sont quand même d'ordinaire plus scolaires que les garçons. Donc j'avais cette charge en plus de m'occuper de mes petits frères et sœurs, en plus de mes études. Ce qui ne me laissait pas le temps de cuisiner. Alors c'était souvent l'objet de quelques boutades en mode, disons, ça va être compliqué de te marier parce que être tout le temps dans tes bouquins, tu ne seras pas très opérationnel au foyer. Mais bon, blague mise à part, j'ai évolué avec le soutien de ma famille et de ma mère surtout. J'ai eu la chance de rencontrer, notamment au niveau du corps enseignant, les bonnes personnes au bon moment. Certaines l'ont dit. Il y a cette espèce de bienveillance qui a, quoi qu'il en soit, son influence dans le parcours de chacun et de chacune. En tout cas, moi, j'y crois. Il faut aussi être réceptif, je pense, aux bonnes rencontres et aux bonnes personnes. Quand les conseils se posent sur vous, avoir l'oreille attentive et se dire que là, il y a un signal et il y a peut-être un cap à passer. Donc, savoir utilement écouter ce qu'on nous propose. Et l'expérience des plus anciens, j'insiste beaucoup là-dessus aussi. Voilà, j'ai su écouter les personnes autour de moi, dans un contexte à l'école où il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient déjà dans un parcours tout dessiné pour elles, y compris au niveau de l'orientation professionnelle. C'était l'esthétisme, c'était la coiffure, c'était beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai qu'elles ne s'autorisaient pas le champ des possibles. Donc ça, c'est une réalité à laquelle j'ai été confrontée très jeune, mais en écho à ce qui a été dit auparavant, j'ai été élevée avec une éducation dans laquelle il était très important d'être indépendante financièrement. Il ne fallait pas dépendre d'un homme. Et pour faire là encore écho au sujet des violences conjugales et intrafamiliales, quand on a autour de soi des personnes qui ne peuvent pas partir parce qu'elles sont contraintes de rester, vous vous dites, quand vous êtes jeune et que vous regardez ça avec vos yeux d'enfant ou d'adolescent, que vous voulez absolument éviter ce genre de schéma. Et je pense que ça, c'est important aussi. Voilà, donc ne pas s'interdire le champ des possibles, c'est quelque chose que j'ai retenu assez jeune en toute humilité. Et puis est venu le temps de l'université. Donc j'ai fait des études de droit, un master 2. Je me suis spécialisée en droit pénal, une filière où il y avait autant de filles que de garçons, même plus de filles. Et je n'ai pas ressenti d'entrave pendant mon parcours universitaire.
Les relatives discriminations relevaient plus du niveau social, selon moi. C'est-à-dire qu'il y avait les enfants issus de familles aisées, sans citer de profession particulière, mais qui étaient déjà dans une situation un peu tracée, et puis les étudiants qui étaient de familles plus populaires. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'entre-soi qui empêchait les interactions entre les différentes catégories d'étudiants. Puis est venu le temps des concours de l'administration, donc j'en ai passé plusieurs, à l'issue d'une préparation de concours à l'Institut d'études judiciaires à Lyon. J'ai reçu le concours des IRA, j'ai pas attendu les autres concours, donc IRA, Institut régional d'administration. J'ai pas attendu le résultat des autres concours parce que là encore ça a pu être dit, il y a la situation financière, alimentaire qui fait qu'à un moment il faut se lancer aussi. Donc je me suis lancée dans les IRA, je suis partie un an en Corse, à Bastia, où j'ai passé une année merveilleuse, là aussi avec un encadrement très bienveillant, enfin particulièrement à l'écoute. Donc pas de difficulté de ce côté-là. Passer les concours, ça oblige quand même à une organisation presque militaire, surtout avec des enfants en bas âge. On en a parlé des enfants un petit peu. Moi j'ai la chance d'avoir 2 enfants aussi, une fille et un garçon de 14 et 9 ans. Donc c'est vrai que quand on passe les concours, si on n'a pas le soutien d'un entourage pour nous permettre de réviser, de se concentrer, d'avoir des temps sanctuarisés, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment, je pense, pouvoir bénéficier d'une aide quelconque. Alors c'est pas forcément le conjoint, hein, ça peut être aussi quelqu'un d'un ascendant, des amis. Mais en tout cas, c'est vrai que si on est isolé avec des enfants, ça complique quand même clairement l'exercice. Donc voilà, cela fait aujourd'hui 15 ans que j'évolue au sein du ministère de l'Intérieur. Donc sans démagogie, je pense que c'est un ministère qui pousse les femmes et les jeunes gens désireux de s'investir pour la chose publique, pour l'intérêt général en fait. Donc c'est une administration qui prône la modernité et la diversité. Sur le plan des revenus, il n'y a pas de différence de salaire puisqu'on a des grilles indiciaires qui relèvent notamment de l'ancienneté, du statut, un peu à l'image de la fonction publique territoriale. Donc pas d'ambiguïté de ce côté-là. Donc c'est très important quand on sait qu'aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 12% de moins que les hommes, de manière globale. Aujourd'hui, dans le corps préfectoral, nous comptons 38 préfètes, donc en 2020. Et il faut savoir qu'en 2005, elles étaient 7. Dans le corps des sous-préfètes dont je fais partie, on est 157, enfin comptabilisés sur 2020. En 2005, nous étions 73. Voilà, donc je pense que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec cette idée connexe de solidarité féminine, c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas dans le corps des sous-préfètes, c'est ce que j'observe. On discute beaucoup entre nous, on se donne des conseils entre celles qui sont les plus anciennes, celles qui sont les plus novices. Donc ça aide aussi à concilier pas mal de choses. Donc avant d'être sous-préfète, si je fais un tout petit retour en arrière, quand j'étais cadre au ministère de l'Intérieur, j'étais en poste dans le Var. Je vous parle de cette période-là parce que ça a son incidence. Quand on est à la préfecture de Toulon, on travaille avec beaucoup d'autorités militaires. Je m'occupais beaucoup de sécurité, et notamment de sécurité nucléaire. Donc c'est un milieu fortement masculin de fait. Beaucoup d'échanges avec les forces armées, notamment celles de la Marine nationale, milieu peu féminisé. Et c'est vrai qu'à cette occasion, il a fallu quand même jouer des coudes, faire sa place. Encore à ce niveau-là, j'ai trouvé que le plus difficile, ce n'était pas tant le fait d'être une femme, mais le fait d'arriver sur des postes de responsabilité en étant jeune. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour acquérir une légitimité, une crédibilité. C'est-à-dire quand on vous voit arriver sur des postes de responsabilité à l'âge de 25-27 ans, c'est un peu compliqué. Donc là, il faut faire preuve de pugnacité. Il faut vraiment acquérir une technicité sur les dossiers de telle manière à ce qu'on puisse parler d'égal à égal. Et ça prend un peu de temps. Après le Var, j'ai travaillé 3 ans en Nouvelle-Calédonie. J'y suis partie en famille. J'ai également évolué dans une sphère très masculine, toujours celui de la sécurité, mais plus sécurité publique, sécurité civile, donc en lien avec les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, et là encore, un milieu très féminin. Ma qualité de femme a pu poser question à certains. Mais là encore, à force de travail et de communication, je pense que ça jouait aussi énormément. On a pu tisser des liens de confiance. Puis retour en métropole, donc là encore,
des petits chocs de culture, puisque je me suis retrouvée sous-préfète d'arrondissement dans un département assez rural. J'ai travaillé en lien avec de nombreux élus, et notamment des élus assez âgés. Donc c'est vrai que là aussi, quand vous arrivez dans des tout petits territoires, où il y a très très peu de femmes en politique, et puis de surcroît très très peu de jeunes, s'il faut le dire, c'est pas forcément tout de suite évident et naturel pour eux, mais finalement j'ai trouvé qu'il y avait une bienveillance naturelle. Et j'ai été surprise, agréablement surprise de voir des élus, des chefs d'entreprise qui étaient contents d'avoir une femme en tant qu'interlocutrice pour l'État, qui voyaient surtout qu'il y avait du respect, de l'intérêt pour ce qu'ils faisaient, de l'intérêt pour l'histoire du territoire, pour leurs difficultés, etc. Et à partir du moment où ils sentent cet intérêt sincère, ça élude complètement le volet femmes, jeunes, etc. Voilà, donc de manière globale, je le redis, je ne me suis pas sentie exclue ou pénalisée parce que femme. Mais pour autant, je crois utile de rappeler ce que disait Madame la Préfète tout à l'heure, ces difficultés organisationnelles, logistiques, mais parfois même psychologiques que nous devons surmonter en tant que femmes, mais surtout en tant que maman. La grossesse reste à mon sens un temps qui peut être très compliqué professionnellement, sans compter que certains employeurs ou responsables redoutent encore aujourd'hui trop souvent de recruter de jeunes femmes, considérant qu'elles vont devoir s'absenter et qu'elles sont vulnérables parce qu'elles vont devoir gérer les enfants malades, les différents impératifs intrinsèques à la vie de maman. La question des devoirs, de la participation au temps extrascolaire, ou encore aux sorties de classe, quand vous occupez des postes à responsabilité. Ça, je pense qu'il y a un principe de réalité. Vous pouvez difficilement afficher auprès de votre employeur que vous voulez poser une demi-journée parce que vous voulez accompagner vos enfants à la médiathèque avec la classe. C'est encore quelque chose d'un peu délicat. Alors, vous ne l'affichez pas forcément comme ça, mais on sent qu'on n'arrive pas encore totalement à assumer cette conciliation, même si on est très impliqué auprès de nos enfants. Et c'est en ça que je disais qu'il peut y avoir des difficultés psychologiques, parce qu'il y a, à mon sens, parfois un petit sentiment de culpabilité à devoir laisser le travail pour s'occuper des enfants, ou à devoir laisser les enfants pour s'investir à 200% dans son travail. En tout cas, c'est mon approche. Donc là-dessus, je trouve que les hommes sont plus décomplexés sans être clivants. Je ne dis pas qu'ils sont des moins bons parents pour autant, mais ils arrivent plus à assumer leur épanouissement professionnel, en tout cas à l'afficher, que nous, en tant que femmes, on a tout de suite l'impression que si on laisse les enfants pour se concentrer à un dossier hyper stratégique, on est une mauvaise maman. Donc il y a encore ce côté-là, même si c'est pas forcément dit comme cela. Je caricature, je force peut-être un peu le trait, mais je trouve qu'il y a encore un peu de ça. Alors l'avantage, si on peut en trouver des avantages dans la crise sanitaire, c'est que ça a boosté le télétravail et que de fait, ça peut, à moyen terme, acculturer les gens à plus d'absence et d'une gestion de l'agenda professionnel plus flexible et permettre aux mamans justement de concilier encore davantage leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mais moi, je veux conclure en formulant un hommage, on va dire, aux papas, aux époux qui sont très investis auprès de leurs femmes, qui sont, on va dire, en second plan, parce que souvent ils doivent eux aussi faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, il faut que les deux soient épanouis. Mais je crois qu'à un moment donné, quand il y a des responsabilités, c'est difficile d'être tous les deux sur le pont. Donc il y a aussi beaucoup de papas qui acceptent de se mettre entre parenthèses pour permettre à leurs épouses de s'épanouir pleinement. Et ça, je pense que c'est important de le souligner aussi. Il y a aussi beaucoup d'hommes, et de plus en plus, je crois, qui assument le fait de s'occuper de leurs enfants, qui prennent de plus en plus de congés paternité, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait peu il y a quelques années, et je pense qu'il faut saluer aussi cette évolution. En gros, je pense qu'il faut continuer à éveiller les consciences et continuer à s'autoriser le champ des possibles, quel que soit son genre et quelle que soit sa situation socio-professionnelle ou sociale de départ. Écoutez, j'ai la
délicate tâche de dire quelques mots en conclusion. Je ne vais certainement pas reprendre et paraphraser ce qui a été dit, ce qui a été assez fortement dit. Et encore une fois, je suis très très heureuse que vous ayez accepté toutes de participer à cet exercice du témoignage, qui n'est pas un exercice facile, effectivement. Puisqu'on parle de soi, et on se situe aussi par rapport aux autres, et puisque vous avez toutes ensemble réussi finalement à, je pense, aborder l'essentiel de ces problématiques aujourd'hui qui expliquent, sans pouvoir les justifier, qu'il y ait encore ces inégalités, qu'il y ait encore ces hésitations à aller de l'avant et à surmonter les obstacles. Vous êtes la première, Céline, à avoir abordé la notion de culpabilité. Et pourtant, c'est une notion qui est souvent employée lorsque nous abordons ces sujets-là. Et c'est une culpabilité que vous avez très bien décrite, qui est à la fois à la maison et au bureau. On se sent toujours, finalement, insuffisamment à un endroit où on n'est pas. Et on oscille en permanence entre cette interrogation, est-ce que je suis assez performante ici, est-ce que je suis assez présente pour les enfants, est-ce que je fais assez, est-ce que j'arrive à bien concilier tout cela, et finalement vous vous rendez compte que le défi est difficile à relever, qu'il est constant, qu'il est quotidien, qu'il ne se relève qu'à partir du moment où on est accompagné. Quelles que soient les modalités d'accompagnement, le profil de celui ou de celle ou de ceux qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Mais ce sera sans doute le mot de conclusion, c'est qu'encore une fois, cette égalité homme-femme, c'est un objectif républicain qui est celui des hommes et des femmes de bonne volonté, adhérents à ces fondamentaux de notre République. Et c'est un combat que nous ne pouvons pas ne pas mener et conduire à son terme. Et je dirais mention spéciale à Pauline Stollars, qui va rougir derrière son masque, puisque vous avez inventé un nouveau mot, ce sera le mot de la fin. Vous avez dit « j'aimerais transmettre le décomplexe ». Alors retenons cela, parce que je pense que ça a pas mal de force. Transmettons le décomplexe, arrêtons d'être complexés, arrêtons de nous culpabiliser, et faisons en sorte tous et toutes ensemble de travailler à cette égalité homme-femme qui est clairement le sujet du jour, mais qui est le sujet les 364 jours restants de l'année. Voilà, merci encore de vos témoignages.